Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, effectivement, je suis Éléonore Merza-Bronstein. Alors je prends mes notes pour savoir comment je me définis. Je suis une juive arabe, féministe, décoloniale. Je dirige une organisation d'éducation permanente féministe et je suis aussi cofondatrice de Decolonizer. Je suis un peu une cumularde en fait. Et je suis diasporiste à Bruxelles. Certaines et certains d'entre vous nous avez déjà rencontrés à Tel Aviv en Palestine 48 et nous sommes d'heureux diasporistes à Bruxelles depuis 4 ans parce que nous avons quitté la colonie. Merci à Tzedek de nous permettre d'écrire ce moment d'histoire toutes et tous ensemble. Merci, on peut réapplaudir Tzedek et les autres. C'est un peu difficile de passer après les autres panels. Il y a quand même déjà beaucoup de choses qui ont été dites et on se faisait une petite blague qu'on était un peu la première partie du panel numéro 4. Donc on est quand même content que vous soyez encore là dans la salle. Merci pour votre attention. Moi, je vais commencer par m'éloigner en fait de la définition de diaspora qui est construite autour de la question du déplacement spatial et du rapport à un territoire, parfois mythologique, et penser en général dans son rapport avec l'État-nation. Moi, je voudrais sortir de cette vision dualiste qui relie un point d'arrivée à un point d'origine, sortir de ce rapport entre une périphérie, des périphéries et un centre. Ce dans quoi je me retrouve, au contraire, c'est le diasporisme, et c'est un tout petit peu différent. C'est un diasporisme qui trouve ses racines dans le principe socialiste et bundiste du Doikaet. Alors, amis ashkénazes, n'hésitez pas à me corriger, parce que moi, le yiddish ne coule pas exactement dans les veines. Moi, c'est plutôt Kaltoum et Dalida, comme tous les Arabes. Alors, pourquoi le diasporisme? Parce que quand le sionisme nous incombe à rentrer à la maison, le diasporisme nous invite au contraire à faire communauté partout, à nous dire que nous pouvons faire de n'importe quel endroit notre maison. Tous les endroits que nous investissons sont aussi des endroits où on peut créer une communauté, où on peut créer une nouvelle maison. Le Doikat nous permet de collectivement rejeter le nationalisme masculiniste, raciste, militariste, et de valoriser ce qu'on a souvent l'habitude d'appeler, avec un peu de condescendance, mais je trouve que c'est un mot noble, les marges. De rendre compte finalement de tous les modes d'existence diasporiques dans leur diversité. Donc le diasporisme, c'est aussi une invitation, en un terme cette fois, et je le dis en tant que fière juive arabe, aussi à penser la sortie de l'hégémonie blanche, et notamment ashkénaze. Désolé, vous avez l'impression que je vais vous retomber dessus à chaque fois, mais bon, il faut bien que quelqu'un le fasse aussi. Cette expérience hégémonique qui a marginalisé les expériences des juifs arabes, des juifs racisés en général. Et donc ce diasporisme, en fait, c'est une invitation aussi à célébrer notre multiculturalisme juif, ou pour reprendre les mots de Mélanie Kai-Kantrowitz, qui le dit beaucoup mieux que moi, et qui est la directrice de Jews for Racial and Economic Justice aux États-Unis. Elle nous dit « Le diasporisme est une invitation, un croisement délibéré des frontières raciales au sein du monde juif comme arme antiraciste et notamment contre l'antisémitisme. » Bien entendu, cette conférence aujourd'hui, ce morceau d'histoire que nous écrivons toutes et tous ensemble, n'a pas lieu en ce moment par hasard. Et bien entendu, je crois qu'il faut rappeler, mais je crois que chacun d'entre nous l'a fait, que la Palestine reste bien entendu notre boussole politique, parce que c'est un enjeu majeur anti-impérialiste, parce que c'est un enjeu féministe et décolonial, et que nous sommes des militants antiracistes, que nous sommes des militants anti-impérialistes, et que nous sommes des militants féministes. Mais c'est aussi... Mais c'est aussi, et là aussi c'est difficile de passer après toutes les brillantes interventions, c'est redire que nous refusons d'accorder à Israël cette centralité, cette arrogance à piétiner la mémoire de nos morts pour mener une politique coloniale. C'est refuser à Israël le droit de parler en notre nom. Personnellement, c'est parce que je suis juive, c'est parce que je suis fière de ma culture, que je suis reconnaissante de mon histoire, que je suis engagée aux côtés des Palestiniens pour leur lutte
de libération. C'est ma judéité qui motive tout mon engagement politique, tous mes combats. Pour ma part, merci. Pour ma part, je ne réinvente pas ma judéité. Au fondement, j'étais juive. Ma judéité, par contre, je la fais grandir, je la nourris, je lui fais plus de place que jamais. Tout le monde, aujourd'hui, s'est accordé à dire que le 7 octobre ne pouvait pas être compris sans le resituer dans un continuum colonial de 76 ans de projet colonial, bien entendu. C'est donc évidemment une continuité, mais c'est aussi, à mon sens, une rupture. Une rupture en termes d'intensité, bien entendu, de violence, de choc aussi, de répression, de criminalisation du mouvement de solidarité, mais c'est aussi une rupture, il me semble, en termes de judéité. C'est un moment de basculement, une étape significative, et pour reprendre les mots du rabbin Brandt Rosen, dont je reparlerai plus tard, à Gaza, le sionisme a révélé sa vraie nature aux yeux du monde. Paradoxalement, et alors que la situation n'a jamais été aussi violente, personnellement, je ne me suis jamais autant sentie faire communauté. Il n'y a jamais eu autant d'initiatives, d'échanges, de rencontres, de juifs antisionistes qui osent s'exprimer qu'aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant d'engagement juif pour la Palestine qu'aujourd'hui. C'est ce qui nous permet de ne pas sombrer, c'est ce qui nous permet aussi de continuer à mobiliser autour de nous et de faire communauté avec d'autres communautés et pas que la nôtre, pas que les nôtres, parce que je ne crois pas qu'on... Enfin, bref. Par la même occasion, il y a aussi une autre rupture dans ma vie militante, dans ma vie privée. Le monde, mon monde en tout cas, est divisé en deux. Il y a des gens qui reconnaissent qu'il y a un génocide en cours à Gaza, et il y a les gens qui ne le reconnaissent pas, qui regardent à côté, ou qui continuent à nous dire que ce n'est pas si simple que ça. Enfant, j'ai grandi en me demandant comment le monde avait pu laisser nos familles se faire génocider, et à Gaza, j'ai compris. J'ai compris comment le monde avait pu laisser faire un génocide. J'ai grandi en France avec ce roman national où le pays était fier et résistant contre le fascisme. Et j'ai grandi avec la certitude que nos morts n'étaient pas tout à fait morts en vain et qu'ils avaient posé les jalons pour que plus jamais on ne connaisse ça. C'est aussi ce qui s'y a vacillé depuis octobre dernier. Je voudrais aussi avoir une pensée pour mon grand-père, Zichrono Levracha, qui me répétait toujours, on ne les a pas beaucoup vus dans le maquis, ceux qui dansaient sur la place du village à la Libération et qui se proclamaient résistants. C'est aussi en repensant à nos morts que je ne pardonnerai pas celles et ceux qui sont restés silencieux. Alors, ils vont fanfaronner. Ils vont écrire l'histoire, ils vont écrire des livres, ils diront qu'ils ont été dès le début engagés, qu'ils ont rejeté la politique coloniale d'Israël, qu'ils se sont insurgés contre le génocide. Ce qui va nous sauver, ce n'est pas la mémoire humaine. Ce qui va nous sauver, parce que la mémoire humaine, ça s'altère, l'histoire, ça se réécrit. Souvent, les vainqueurs qui réécrivent l'histoire, comme vous le savez. Non, ce qui va nous sauver, c'est l'épreuve. C'est de documenter. C'est chaque vidéo d'exaction partagé sur un compte TikTok par un soldat d'occupation. C'est chaque capture d'écran avec des likes sur des posts génocidaires qui appellent à raser Gaza. Nous n'oublierons aucun et aucune d'entre eux. Je finirai par dire que depuis le 7 octobre, moi, je n'ai pas pu remettre un pied à la synagogue, pourtant synagogue libérale, pourtant synagogue féministe, et comme le disent les camarades de Jewish Voice for Peace, une synagogue quand même un peu PEP, progressiste, except on Palestine. Alors, comme on n'avait plus de maisons, il a fallu qu'on en reconstruise d'autres, des maisons. Il faut qu'on réinvente nos lieux, il faut qu'on les crée. Moi, j'ai rien réinventé, j'ai même rien inventé du tout, mais je me nourris de pratiques, je démantèle, j'adapte, je modifie, j'assemble. Ma judéité, elle est imparfaite, ma judéité, elle est bancale, mais
sans maison officielle, je crois que je ne me suis jamais sentie aussi juive. Et je crois que je ne suis pas la seule. Et je crois que nous n'avons jamais été aussi nombreux et nombreux. Qui dit maison recomposée, dit famille recomposée. Ensemble, avec cette famille que nous avons recomposée, nous récitons des kaddish pour la Palestine devant le Parlement européen ou l'ambassade d'Israël. Pour celles et ceux qui ne sont pas forcément familiers avec la terminologie juive, le kaddish est une prière récitée en araméen à la synagogue par des proches endeuillés d'un défunt. Et ce kaddish, il porte un nom spécifique qui s'appelle le kaddish yatom, le kaddish de l'orphelin. Et je crois qu'avec Gaza, nous sommes toutes et tous orphelins aujourd'hui. Ensemble, nous participons à des CEDER décoloniaux, notamment avec l'UPJB, avec des activistes afrodescendants, pour ne pas oublier que l'histoire coloniale belge, notamment au Congo, n'est pas que du passé, pour se rappeler que nous aussi, juifs et juives, nous avons aussi été réfugiés. Nous organisons des Shabbats pour la Palestine, dans lesquels on se réfère tant au Talmud qu'à Angela Davis et aussi à Françoise Vergès. Où la paracha résonne avec la lutte des sans-papiers, des Shabbats dans lesquels nous étudions des textes en hébreu sur la Nakba, nous faisons des Yizkor pour la Palestine, où nous nous rappelons que notre liberté en tant que juifs ne sera jamais complète sans la liberté des Palestiniens. Ce sont des Shabbats où nos Inematov dialoguent avec Anadami Falistini. Cette famille imparfaite, elle est belle, elle vous est ouverte. Cette famille imparfaite, elle rêve, elle ne rentre pas dans les cases. Avec cette famille imparfaite, nous rêvons à des summer camps, des camps d'été antisionistes où nous discuterons pas que de notre rôle dans la libération de la Palestine, parce que nous ne sommes pas que ça. Et je finirai une demi-seconde, en vous disant que nous suivons aussi des sermons pour Kippour, de rabbins qui se revendiquent aujourd'hui, et c'est quand même quelque chose d'assez nouveau, ouvertement antisionistes. J'ai parlé de Brandt Rosen tout à l'heure. Il a créé une congrégation en 2015 à Chicago qui s'appelle Tzedek, Justice. Je vais avec lui, et suivant son sermon pour Kippour de l'année 5783, c'est-à-dire l'an dernier, mettre ma kippa pastèque et réciter Baruch ata Adonai, boné haolam, betzedek. Béni sois-tu, toi qui reconstruis le monde dans la justice. Merci.